Cette courbe ne représente ni la fluctuation de la température de la planète, ni le cours d'une entreprise, mais l'évolution sur 6 mois du prix d'un droit à émettre une tonne de dioxyde de carbone. La finance spéculerait-elle même sur la pollution? Pas tout à fait. C'est un système qui a été créé par l'Union européenne pour inciter les entreprises à rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère. Comment en est-on arrivé à une solution aussi étonnante et fait-elle réellement baisser les émissions? Quatre acteurs de cette nouvelle politique publique nous ont fait partager leur point de vue. Celui de l'État qui a créé ce marché, celui d'une entreprise émettrice de CO2 et celui de deux experts, l'un de la bourse de carbone et l'autre des projets de dépollution dans les pays en développement. Commençons par nous mettre dans la peau d'un décideur public. L'histoire du système européen de permis d'émission de CO2 commence en 1997. En ratifiant le protocole de Kyoto, 38 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Entre 2008 et 2012, l'Europe des 15 doit réduire ses émissions de 8% par rapport au niveau de 1990. C'est un vrai défi. Cela revient à réduire les émissions en moyenne de 17 millions de tonnes par an pendant 20 ans. Une tonne de CO2, c'est ce que rejette un trajet simple Paris-New York. Quant aux 17 millions de tonnes à supprimer chaque année, elles équivaudraient à suspendre chaque année soit la production de 1/5 de l'industrie du ciment, soit celle du fer et de l'acier, soit encore tout l'élevage de moutons dans l'Europe des 15. Les pouvoirs publics ont donc cherché un système pour faire payer aux industries les plus pollueuses le coût de leur pollution pour la collectivité. C'est ce que les économistes appellent l'internalisation d'un coût. L'État peut recourir à deux solutions traditionnelles, la fixation de normes ou l'imposition d'une taxe. La norme est un moyen certain d'atteindre des objectifs de réduction d'émissions qui est en même temps économique à mettre en œuvre pour l'administration. Le coût de la mise en œuvre est relativement faible. Au niveau de l'administration, un texte suffit. Mais, si la norme est simple pour l'administration, elle peut entraver la compétitivité de certaines entreprises. Examinons ce graphique, qui classe différentes manières de dépolluer en fonction de leur coût par rapport à la tonne de CO2 évitée. À gauche, en vert, se situent les moyens de dépolluer qui permettent en même temps de réaliser des économies, c'est-à-dire ceux qui sont naturellement rentables. Leur coût est négatif. Par exemple, le fait d'opter pour un système d'éclairage à économie d'énergie ou d'améliorer le système d'isolement permet à la fois de polluer moins, mais aussi de faire des économies sur sa facture d'électricité. En revanche, il existe toute une série de méthodes qui coûtent de l'argent, en jaune et en orange sur le graphique. Par exemple, stopper la déforestation ou replanter des arbres. Toutes les entreprises ne sont donc pas égales selon leur secteur d'activité. Pour caricaturer, un papetier aura plus de mal à réduire ses émissions de CO2 par du reboisement qu'un hôtel par des travaux d'isolation. Une norme, en apparence égale pour tous, aurait en fait l'inconvénient de pénaliser plus le papetier que l'hôtel, en ne tenant pas compte de leurs différences de coûts de dépollution. À moins d'imaginer autant de réglementations que de filières industrielles, il faut donc imaginer une autre solution qui fasse peser un coût égal pour tous. Que penser alors de la solution de la taxe? Prenons une taxe de 5 euros par tonne de CO2. Si une entreprise rejette une tonne de CO2 en moins, elle économise 5 euros de taxe. Celles qui auront des coûts de dépollution plus élevés pourront préférer payer la taxe et limiter leurs frais à 5 euros. Il existe donc une réelle flexibilité. En plus, l'État peut utiliser les recettes de la taxe pour subventionner des projets de dépollution. Mais il y a un revers de la médaille. Les entreprises étant libres, l'État ne peut savoir à l'avance quelle va être l'ampleur de la dépollution. Pour compenser ces défauts, le marché s'est donc imposé. Lancé en 2005, le marché s'applique aux grands industriels, comme les producteurs d'électricité, les cimentiers. Il y a d'abord une période d'observation, puis un réel lancement de 2008 à 2012. Chaque année, l'État fixe un volume global d'émissions autorisées sous forme de quotas. Chaque entreprise reçoit gratuitement un nombre de quotas personnalisés. Un quota égale l'autorisation d'émettre une tonne de CO2. À la fin de l'année, chaque entreprise doit restituer autant de quotas que de tonnes émises, faute de quoi elle doit payer une amende. La pénalité est fixée à 40 euros par tonne équivalent CO2 pour la première période, donc 2005-2007. Pour la deuxième période, celle dans laquelle nous allons arriver au 1er janvier 2008, la pénalité est fixée à 100 euros par tonne. Pour se conformer à ces obligations, les entreprises peuvent échanger leurs quotas, c'est ce qui donne naissance au marché. Par exemple, l'entreprise Maxipollu a émis 10 tonnes de quotas de plus qu'elle n'en possédait et doit donc les acheter à une autre entreprise.
L'entreprise verte Super Écolo peut justement lui vendre car elle possède 10 quotas qu'elle n'a pas utilisés. En plus, Super Écolo bénéficie de coûts de dépollution à la tonne inférieurs à ceux de Maxipollu. L'échange est alors avantageux pour les deux entreprises. D'un côté, Maxipollu achète les quotas à un prix inférieur à celui qu'elle aurait payé pour dépolluer 10 tonnes. D'un autre côté, Super Écolo valorise les 10 tonnes qu'elle n'a pas émises. Maxipollu a délégué son obligation de dépolluer à Super Écolo, ce qui est plus économique pour tout le monde. La Commission européenne estime que le système du marché divise par deux le coût de la dépollution. En plus, ce système ne se borne pas aux frontières européennes. Puisqu'une tonne évitée à Rio équivaut pour l'environnement à une tonne évitée à Rome, on a proposé aux entreprises de valoriser des réductions d'émissions dans des pays en développement. Il s'agit des mécanismes de développement propre ou MDP. Si une entreprise brésilienne entreprend par exemple des projets de reboisement ou de capture de gaz de décharge pour éviter l'émission de CO2, elle peut recevoir des crédits et les revendre aux entreprises européennes. L'entreprise de Rio reçoit de l'argent pour financer son projet et l'entreprise européenne peut remplir ses obligations plus facilement. Par ailleurs, une entreprise européenne qui fabrique des solutions de dépollution pourra plus facilement les exporter dans des pays en développement. Elle sait que les tonnes de CO2 qu'elle fera économiser pourront faire gagner des crédits à ses clients. Voilà pour la théorie. Mais pour un industriel, qu'est-ce que ce marché implique ? La production de ciment aujourd'hui dans le groupe est d'environ 140 millions de tonnes. Et pour ça, nous émettons malheureusement aujourd'hui dans l'atmosphère 92 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 655 kg de CO2 à peu près par tonne de ciment. Ce qui est beaucoup, mais dans le secteur cimentier en général, c'est un ratio qui est parmi les plus faibles. Ces efforts concernant la réduction d'émissions de CO2, on va être amené très prochainement à les intensifier parce que dès 2008, le nombre de quotas qui va être alloué à nos usines va très fortement baisser, donc on va être sous contrainte. On a à ce jour plusieurs exemples de projets réussis, comme par exemple un projet d'éolienne dans notre usine marocaine de Tétouan. L'un des grands intérêts de ces projets MDP, c'est qu'ils génèrent des crédits qui peuvent aussi nous permettre de nous conformer au plafond d'émissions qui existent notamment en Europe. Lafarge, comme toutes les autres entreprises sous quota, prend donc ses décisions l'œil rivé sur le prix de la tonne de CO2, ce qui marque un premier succès du dispositif. Mais l'histoire n'est malheureusement pas aussi simple. Le marché a connu quelques remous inquiétants. Y a-t-il une faille dans le raisonnement des pouvoirs publics ? Au début, la mécanique semble bien huilée. La tonne de CO2 est cotée comme n'importe quel titre boursier. Le prix aujourd'hui que l'on retrouve sur le marché correspond à l'équilibre entre l'offre et la demande, chose relativement fondamentale. L'offre est constituée de quoi ? L'offre est constituée de tous les quotas qui ont été alloués et de toutes les entreprises qui ont pu faire un effort au regard de leur consommation électrique, de leur consommation énergétique et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et du côté de la demande, on va retrouver toutes les entreprises qui ne peuvent pas faire d'efforts ou pour qui l'effort n'est pas suffisamment rentable. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un prix, il n'y a pas de courbe en tant que telle de prix pur et parfait. Il y a simplement une rencontre à un instant T de toute une série de fondamentaux qui créent un prix. Je dirais plus il y a de demandes, plus le prix va monter, plus il y a d'offres, plus le prix va baisser. Et c'est vraiment ce prix d'équilibre qui va constituer un signal fondamental pour l'ensemble des industriels qui vont faire des choix. Je suis un industriel, j'ai un prix du carbone, soit je vais acheter la tonne de carbone qui m'est nécessaire, soit je vais aller investir dans mon process industriel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc le signal prix est le signal de l'investissement. Au départ, les industriels négociaient directement les quotas entre eux en s'entendant sur le prix. Pour faciliter les échanges, une bourse du carbone s'est créée à Paris, Power Next Carbon. Thierry Carole commente les variations du cours depuis le lancement de la cotation. Si on regarde cette première partie a été animée par toute une série d'événements, avec notamment la hausse du prix du gaz, qui a créé une tension haussière sur le prix du carbone. Le gaz étant très cher, les acteurs se sont portés vers le charbon, qui était moins cher. Et quand on se reporte vers le charbon, on émet plus de CO2. Et donc on a naturellement besoin d'acheter plus de CO2. Donc ça correspond à cette tendance légèrement haussière. Autre élément que l'on peut repérer, c'est la partie météorologique. Une vague de froid sur l'Europe crée une hausse de la consommation d'électricité, donc une hausse de la production d'électricité, donc une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et notamment quand on regarde sur l'hiver 2005, donc à partir du mois de novembre, vague de froid terrible sur l'Europe, et une hausse violente du prix du carbone, on passe de 20 € aux alentours de 26 €. Mais, à la mi-2006, on observe une chute brutale. Comment l'explique-t-on ?
Le révélateur en 2005, c'est la publication par la Commission européenne des émissions réelles. Et donc c'est la première fois qu'on a pu mettre en parallèle les émissions réelles avec les quotas. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'émissions allouées, donc beaucoup trop d'autorisations d'émissions, et le prix a chuté violemment. Nous étions sur les niveaux de 30 euros, nous rebondissons sur les niveaux de 10-11 euros à peine. Aujourd'hui, le cours est même tombé à moins de 1 euro la tonne. Un prix si dérisoire n'est-il pas la preuve d'un échec du système ? La Commission a pris la décision de baisser le plan national d'allocation des quotas, donc d'augmenter la contrainte pour la deuxième période, donc pour la phase qui démarre en 2008 et qui se terminera en 2012. Le marché s'est aussi sophistiqué avec la création d'un marché à terme. Sur ce marché, les intervenants peuvent convenir aujourd'hui du prix du quota pour chaque année à venir jusqu'à 2012. Par exemple, le quota valable en 2012 s'échange à près de 22 euros. Pour un industriel qui veut investir à long terme et qui veut investir sur un programme de dépollution d'un site industriel, investissement qui est plutôt sur une période longue de 10, 15, voire 20 ans, l'entreprise elle a besoin de pouvoir compter sur un niveau de prix pour pouvoir asseoir sa rentabilité. Donc, aujourd'hui, les entreprises, grâce à un développement du marché, peuvent utiliser des outils financiers, comme des contrats à terme, qui leur permettent de garantir cette volatilité, de garantir les fondamentaux économiques de l'investissement. Cette visibilité accrue sur les prix futurs permet également à de nouveaux business propres d'émerger grâce à des sociétés comme Orbeo, implantées dans le département des Hauts-de-Seine, à La Défense. Cette jeune société, filiale de Rhodia et de la Société Générale, sert d'intermédiaire à des industriels européens sous quota qui souhaitent racheter des crédits carbone issus des pays en développement. Comment ça marche ? Notre principale source de crédit carbone sont les deux projets phares de Rhodia, ces deux fameux donc, MDP. Il y en a un en Corée du Sud, l'autre au Brésil. Ces deux projets sont des réductions d'un gaz qui s'appelle le N2O, donc l'oxyde nitreux, sur des usines de production d'acide adipique. L'acide adipique est utilisé pour faire du nylon. Et ces deux projets, en tout, devraient générer aux alentours de 13-14 millions de tonnes de CO2 réduites par an. Quel est l'intérêt pour un industriel d'acheter des crédits carbone et de passer par un intermédiaire ? Finalement, nous, on va l'aider à optimiser sa position. On va par exemple lui racheter une partie de ses quotas et lui revendre en échange des crédits carbone. L'industriel y gagne, puisqu'il gagne l'argent, il gagne la différence de prix entre ces deux actifs, comme je vous le disais, le quota étant plus cher que le crédit carbone, mais il participe également en faisant ça à la réduction des gaz à effet de serre dans le monde, puisqu'en achetant des crédits carbone, il participe à inciter le développement de projets MDP dans le monde. Le marché n'a peut-être pas décollé immédiatement, mais force est de constater qu'il est à l'origine de la création de tout un ensemble de nouvelles entreprises qui réalisent des affaires grâce au vert. Est-ce à dire que tout est maintenant parfait ? En fait, le marché doit faire face à plusieurs défis pour ne pas décevoir et répondre à sa première vocation qui est l'écologie. Il faut tout d'abord que le prix soit suffisamment élevé. Un prix trop bas n'incite aucune entreprise à changer ses habitudes. Le prix du quota dépend de la rareté. Donc pour avoir un prix, il faut qu'il y ait une rareté. Et la rareté correspond à un niveau de contrainte. Donc plus la contrainte est importante, plus on peut anticiper un prix important. Par ailleurs, le marché doit régler des problèmes d'équité, notamment par rapport aux sociétés d'électricité bénéficiant de monopoles ou entre petites et grandes entreprises. Il y a un nombre limité d'entreprises qui font le prix du CO2. Parce que ce sont elles qui expriment à la fois les grosses demandes et les grosses offres. Donc là, effectivement, il peut y avoir un déséquilibre. Ce déséquilibre peut être, dans le cas des électriciens, amplifié par leur capacité à répercuter le coût du CO2 sur le prix du kilowatt. Ce que des producteurs dans d'autres secteurs ne peuvent pas faire, notamment ceux qui sont placés sous le vent de la concurrence internationale. Donc là, il y a une inégalité. La seconde inégalité, c'est que vous prenez les grands électriciens, ils ont leurs équipes de trading. Le fabricant de porcelaine près de Limoges n'a évidemment pas son équipe de trading. Donc il ne peut pas assurer la même présence sur le marché, ne peut pas assurer la même veille en termes d'intelligence économique, ne peut pas être au fait des évolutions au jour le jour, voire heure par heure, en ayant un trader placé devant son écran CO2. Donc ça, c'est une véritable inégalité. Au niveau des États, il existe aussi des difficultés liées au projet MDP qui peuvent être controversées, comme le rapporte le célèbre hebdomadaire anglais The Economist. Les gaz CFC, utilisés dans les réfrigérateurs, sont interdits d'usage depuis des années dans la plupart des pays développés.
Une tonne de ce gaz réchauffe l'atmosphère 12 000 fois plus qu'une tonne de CO2 et il est donc bon de les capturer. En Chine, où ils ne sont pas interdits, cela coûte 1 euro de détruire l'équivalent d'une tonne de CO2 qui peuvent ensuite être revendus sur le marché des quotas européens à près de 11 euros. Un producteur chinois peut donc gagner plus d'argent en recyclant un gaz dangereux plutôt qu'en vendant ses réfrigérateurs. Ce type de business facile fait que la Chine représente 53% des projets MDP dans le monde pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Le problème est de taille. L'afflux de crédits d'émission facilement produits fait baisser structurellement le cours des quotas et peut donc compromettre l'existence de projets plus ambitieux, plus tournés vers les énergies renouvelables. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de ce marché ? C'est une politique publique ingénieuse qui permet de concilier réduction des émissions et souci d'économie. Cependant, ce marché a besoin de règles. Le prix du CO2 doit être bien piloté. L'exemple des controverses sur les gaz CFC montre que le marché fait également face à des défis importants d'harmonisation internationale très délicats à trancher.